Benjamin Netanyahou interdit au Mossad de s'attaquer à l'argent du Hamas. Mettons que le Hamas, entre les militants, les combattants de premier rang, sont à peu près 30 000. Une Kalachnikov coûte entre 600 et 700 $. Faites le calcul, c'est énorme. Construire 1 kilomètre de tunnel en béton armé, sous le sol, un sol sablonneux, c'est 100 000 $ le kilomètre. Sinoir a dit on a 500 kilomètres, faites le calcul, c'est des milliards. Et Netanyahou laisse faire. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women. To those who criticize Israel, I ask, what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing. In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. Ça, c'était le dernier discours de Benjamin Netanyahou au sujet de la guerre qui oppose Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Depuis maintenant près d'1 an et demi, le Premier ministre israélien qualifie les membres du Hamas de sauvages, de barbares ou encore de diables après les attentats qui ont causé la mort de 1200 personnes en Israël. Pourtant, quand on se penche sur la vie politique de Benjamin Netanyahou, on se rend compte qu'il n'a pas toujours été aussi dur avec le mouvement terroriste de la bande de Gaza. Mais alors on peut se demander pourquoi. Pour avoir la réponse la plus précise et documentée possible, nous sommes allés voir le journaliste Charles Anderlin. Ce journaliste franco-israélien est sûrement l'un des plus fins connaisseur du conflit israélo-palestinien, puisqu'il a passé près de 30 ans à Jérusalem en tant qu'envoyé spécial pour France 2. Il était l'un des seuls journalistes occidentaux à avoir ses entrées dans les territoires palestiniens auprès des différents chefs qui s'y sont succédés. Il a réalisé des reportages absolument iconiques, notamment sur la première et la seconde intifada, et il se trouve qu'il a aussi beaucoup travaillé sur le Hamas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la responsabilité de Benjamin Netanyahou dans la catastrophe du 7 octobre pourrait être bien plus importante qu'on ne le pense. Pourquoi est-ce que, selon vous, Benjamin Netanyahou a joué un rôle dans l'essor du Hamas dans la bande de Gaza? Écoutez, en fait, il faut commencer à parler d'Ariel Sharon. Ariel Sharon, en 2005, a une grande idée, évacuer les colonies de Gaza pour finalement laisser Gaza au Hamas. Si le Hamas contrôle Gaza, ça veut dire que la population palestinienne est en fait séparée entre Gaza et la Cisjordanie. En Cisjordanie, c'est l'autorité autonome, d'abord d'Arafat, puis ensuite, après son décès, de Mahmoud Abbas. Gaza, le Hamas a toujours été l'ennemi du Fatah. En 2007, le Hamas a fini par prendre le contrôle de Gaza par la force, assassiner plus de 500 militants du Fatah, prendre le contrôle de toutes les institutions de l'autorité palestinienne, assassiner tous les membres de la sécurité intérieure palestinienne. Gaza est devenu Hamas. Benjamin Netanyahou arrive au pouvoir, revient au pouvoir en 2009, car il l'a déjà été en 1996. Netanyahou reprend la stratégie d'Ariel Sharon de tout faire pour laisser le Hamas gérer Gaza. Mais pour que le Hamas puisse gouverner Gaza, il faut de l'argent. Dès 2012, Benjamin Netanyahou interdit au Mossad de s'attaquer à l'argent du Hamas, qui arrive de diverses sources, qui arrive via le Qatar, via la Turquie. C'est des milliards. Faites le calcul. Mettons que le Hamas, entre les militants, les combattants de premier rang, ils sont à peu près 30 000. Une Kalachnikov coûte entre 600 et 700 $. Faites le calcul, c'est énorme. Si vous voulez que des combattants soient avec vous tout le temps, il faut les payer. Ça va à Gaza pour les combattants de base également, entre 500, 600, 700 $, beaucoup plus dès qu'il y a des officiers. Et ils doivent faire vivre leur famille. Tout ça, c'est beaucoup d'argent à Gaza, c'est des milliards. Et Netanyahou laisse faire. Mais alors pourquoi est-ce qu'il laisse faire? C'est quoi sa stratégie? Ça veut dire que l'État palestinien ne peut pas être créé, il ne peut pas y avoir de négociation. À partir du moment où le Hamas, qui est fondamentalement opposé aux accords d'Oslo. La grande différence, le Fatah est en faveur d'une Palestine indépendante aux côtés d'Israël. Le Hamas est totalement opposé à l'existence d'Israël en terre d'islam. C'est le combat du Hamas, c'est la théologie du Hamas. Le Hamas a vu le jour, c'est à l'origine une petite organisation sociale qui est devenue le Hamas en 88, qui a sorti une charte, qui est une charte violemment anti-juive. Grâce à l'argent, il règne sur les médias mondiaux, les agences d'information, la presse, les maisons d'édition, la radio. Face à l'usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l'étendard du djihad.
avec un mouvement djihadiste, vous ne négociez pas. Et Benjamin Netanyahou considère que le Hamas, c'est très bien. Tout ce qu'on peut faire avec le Hamas, c'est des accords de cessez-le-feu, pas plus. Avec l'autorité palestinienne, avec le Fatah, on est obligé de négocier des concessions territoriales. Or, le gouvernement Netanyahou et toutes ses composantes sont totalement opposés à la création d'un État palestinien. Autant le Hamas est contre l'État d'Israël en terre d'islam, autant la droite nationaliste et les sionistes religieux sont contre la Palestine indépendante en terre d'Israël. C'est ça, définir le conflit. En 2014 même, le Mossad a découvert que le Hamas avait une importante société immobilière à Istanbul, cotée en bourse en Turquie. Netanyahou a interdit d'agir contre. La grande idée, si on les laisse se développer, installer leur petit califat sur Gaza, ils ficheront la paix à Israël. Or, ça, c'est l'erreur fondamentale, car le Hamas est fondamentaliste et son objectif, c'est la destruction d'Israël. En 1999, sur la chaîne Al Jazeera, le cheikh Ahmed Yassine, le fondateur du Hamas, a déclaré, selon le Coran, en 2027, Israël sera détruit ou se détruira. Et voilà, les théologiens du Hamas considèrent qu'en 2023, le moment était arrivé de commencer ce processus vers la destruction d'Israël. Donc c'est cela que Netanyahou, les services de renseignement n'ont absolument pas compris. Au fur et à mesure que le Hamas se développe, le gouvernement Netanyahou, il a des indices et des éléments qui annoncent une attaque à venir, et pourtant rien n'est fait. Comment est-ce qu'on explique cette négligence? Il y a deux niveaux. D'abord, il y a le niveau conceptuel stratégique. On ne touche pas au Hamas. Pour que les services de renseignement puissent infiltrer une organisation terroriste, ils doivent remonter le circuit de l'argent. Si vous ne pouvez pas remonter le circuit de l'argent, vous ne faites rien. Vous n'arrivez pas à pénétrer une organisation terroriste. Infiltrer une ou deux sources, c'est minime, c'est insuffisant. À partir du moment où Netanyahou a interdit l'utilisation de l'argent du Hamas pour infiltrer le Hamas, eh bien les services de renseignement ne pouvaient pas savoir ce qui se passait dans Gaza. Pas de budget pour infiltrer le Hamas. Par contre, un budget énorme pour infiltrer le Hezbollah au Liban. Vous avez vu l'affaire des beepers, ça c'est des milliards. Israël a investi des sommes énormes pour justement savoir qu'est-ce qui se passe du côté du Hezbollah. Mais Netanyahou ayant interdit toute infiltration par les moyens financiers du Hamas, eh bien le Hamas est devenu un trou noir et a pu, sous le nez des Israéliens, construire une forteresse souterraine gigantesque de 500 km. Vous savez, l'armée israélienne a découvert dans un tunnel de scie noire du chef du Hamas, du branche militaire du Hamas, non seulement des millions de dollars et d'euros en liquide, mais aussi le budget. Construire 1 kilomètre de tunnel en béton armé, sous le sol, un sol sablonneux, c'est 100 000 $ le kilomètre. Sinoir a dit on a 500 kilomètres, faites le calcul. 1 kilomètre, 100 000 $, c'est énorme. Or, Israël a laissé faire. Et c'est pas seulement ça. À partir du moment où les services de renseignement considèrent que tout va bien à Gaza, c'est la conception, eh bien voilà, le jour où tous les signes étaient là. Au cours des semaines qui ont précédé l'attaque du 7 octobre, plusieurs dirigeants du Hamas ont fait des déclarations. Effectivement, selon le Coran, la sourate 12, nous avançons vers le grand moment où nous allons lancer la grande guerre et Israël disparaîtra. Or, ces déclarations, en fait, fondamentalistes, quasi messianiques, elles ont été complètement ignorées par les chefs du renseignement. Et il y a même pire, les effectifs de l'armée israélienne n'étaient même pas en place au sud du pays le jour du 7 octobre. Encore une fois, le gouvernement israélien a une grande part de responsabilité dans cet échec sécuritaire. Depuis l'arrivée au pouvoir de ce gouvernement annexionniste, les colons les plus radicaux avaient lancé des opérations en Cisjordanie pour expulser des familles ici de Bédouins palestiniens, là d'autres familles palestiniennes, et récupérer du territoire. L'armée fermait les yeux. Les Palestiniens ont commencé à réagir par des attaques. Il y a eu notamment 2 habitants d'une colonie qui ont été assassinés dans un petit village palestinien qui s'appelait Khouara. Eh bien, dans la nuit, les colons des colonies avoisinantes
ont pénétré dans Khawara et ont détruit plusieurs dizaines de maisons, des centaines de véhicules, tué un Palestinien et blessé plusieurs dizaines. Donc une situation explosive en Cisjordanie, et l'armée israélienne devait être déployée pour assurer l'ordre, d'autant plus qu'à l'occasion de la fête de la Torah, la fête de Simchat Torah, tout le monde craignait une explosion de violence en Cisjordanie, et donc tous les bataillons qui étaient normalement déployés le long de la frontière de Gaza, le 7 octobre, étaient déployés en Cisjordanie, il en restait 2. Mais plus grave encore, pour quelqu'un qui a fait l'armée, chaque fois qu'il y a un risque quelconque d'infiltration, d'attaque ou autre, dès l'aube, on réveille les soldats, on les fait mettre en tenue, au cas où il se passe quelque chose. Ça s'appelle l'alerte à l'aube. On se lève dès que le soleil se lève. Or, ce jour-là, il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a même pas eu d'alerte à l'aube, ce qui est une faute professionnelle, à la limite criminelle, de la part des généraux et des officiers. Il restait à peine 2 bataillons d'infanterie du contingent le long de Gaza, et certains soldats ont été tués alors qu'ils étaient encore en pyjama. Est-ce que vous diriez qu'on assiste aujourd'hui à un conflit qui est devenu plus religieux que territorial ? Écoutez, le Hamas et les sionistes religieux ont transformé le conflit de territorial en conflit religieux. Pour le Hamas, il ne peut, je vous l'ai dit, il ne peut pas exister même un morceau juif sur un territoire en terre d'islam. Et les sionistes religieux, la grande idée, c'est que la création du sionisme, le retour des Juifs en terre promise, signifie la venue du Messie. Nous sommes entrés dans un processus messianique pour eux. Ils interprètent tous les événements qui arrivent comme faisant partie de l'eschatologie qui va conduire à la fin des temps, à l'arrivée du Messie. Ils rejoignent aussi en cela les évangélistes américains. Mais là, on parle de quelques illuminés ou ça représente beaucoup de monde en Israël ? Écoutez, ça peut être beaucoup de monde. En tout cas, ils sont au gouvernement aujourd'hui. Ils sont au ministère des Finances. Ils sont au ministère délégué à la Défense. C'est le ministre de la Sécurité nationale qui est patron de la police, de l'administration pénitentiaire et des gardes-frontières. Rajoutez à cela toutes sortes de ministères plus ou moins curieux que Benjamin Netanyahou a créés, notamment un ministère de la nationalité juive, du nationalisme juif. Tout à coup, on vous parle en Israël presque de national-judaïsme. Voilà, c'est une transformation. Ils essayent de transformer l'identité nationale israélienne. Et puis oui, là, c'est la gauche israélienne doit combattre. Vous avez quand même des organisations qui manifestent, qui sont dans la rue. C'est eux qu'il faut soutenir et non pas le gouvernement Netanyahou. Pour le moment, le présent est très sombre, mais si on se projette dans un avenir un peu plus optimiste, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qui doit faire le premier pas pour la paix dans la région ? D'abord, il n'y a pas le choix. On doit toujours garder un peu d'optimisme et un peu d'espoir. Est-ce que la communauté internationale, pour éviter une catastrophe encore plus grande, finira effectivement par imposer une certaine volonté, créer une conférence internationale comme elle l'a créée pour la Yougoslavie, par exemple, ou autre ? Il s'agit surtout d'empêcher une détérioration rapide. Imaginons une attaque israélienne sur l'Iran. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Le pétrole ne sort plus. Le baril est à 200-300 $. Crise économique mondiale. On dira c'est la faute aux Juifs. Et là, on va vers la catastrophe. Donc il faut effectivement que la communauté internationale intervienne et le plus vite possible sera le mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que Réel Média sort une vidéo tous les vendredis, donc abonnez-vous pour voir les prochaines et à bientôt.